Pourquoi l'Éthiopie n'a-t-elle jamais été colonisée alors que presque toute l'Afrique l'a été? La réponse est puissante et elle commence par une bataille que le monde n'attendait pas, mais aussi par une préparation politique que beaucoup ont sous-estimée. Contrairement à de nombreuses régions du continent, l'Éthiopie n'a pas été surprise au dernier moment. L'empereur Ménélik II a observé attentivement ce qui arrivait à ses voisins. Pendant que les puissances européennes se partageaient l'Afrique, il a consolidé des alliances, négocié et signé des accords et surtout modernisé l'État en s'assurant que l'Éthiopie ne soit pas coupée des instruments de puissance que l'on refusait ailleurs. Il a obtenu des armes modernes par des achats et des relations diplomatiques, notamment auprès de la Russie et de la France, à une époque où de nombreux peuples africains étaient empêchés d'accéder à des fusils et à de l'artillerie comparable. Cette différence compte, mais elle n'explique pas tout. Ménélik avait aussi quelque chose que beaucoup d'autres n'avaient pas au même degré au même moment, l'unité politique au service d'un objectif vital. Son leadership a réussi à rassembler des groupes parfois rivaux sous un même drapeau au moment où, ailleurs, les puissances européennes exploitaient les divisions pour avancer. L'Éthiopie a tenu parce qu'elle a su se souder quand d'autres étaient fragmentés par la pression extérieure et les rivalités locales. Puis vient l'année 1896 et la bataille d'Adwa. L'Italie avance persuadée que l'Éthiopie sera facile à soumettre. Ce que Rome n'a pas anticipé, c'est l'ampleur de la mobilisation. Face à l'invasion, ce ne sont pas seulement des soldats de métier qui se rassemblent, mais une force immense composée de combattants, de paysans, de prêtres, de civils, tous prêts à défendre leurs terres. On parle d'une armée dépassant la barre des 100 000 personnes, un niveau de mobilisation qui change immédiatement le rapport de force. L'Éthiopie utilise aussi son avantage géographique. Le relief montagneux devient une protection naturelle et la connaissance du terrain permet de surprendre l'adversaire. Les troupes italiennes se retrouvent désorganisées, prises au piège et subissent une défaite qui restera comme l'une des plus décisives de l'histoire coloniale. Cette victoire ne protège pas seulement l'Éthiopie, elle secoue l'Europe parce qu'elle brise un mythe, elle envoie un message brutal. Une puissance européenne peut être vaincue et pas de façon marginale, mais de façon totale. Et surtout, elle offre au peuple colonisé un symbole d'espoir concret, un exemple vivant que la domination n'est pas une loi de la nature. Et voici une nuance essentielle que beaucoup ignorent. Des décennies plus tard, lorsque l'Italie de Benito Mussolini envahit l'Éthiopie, le pays est occupé durement, mais l'histoire montre qu'il ne devient pas pour autant une colonie stable et durable au sens où l'entendaient les empires européens. L'occupation prend fin au début des années 40 et dès 1941, l'Éthiopie retrouve sa liberté. L'Éthiopie a survécu parce qu'elle a fait ce que d'autres n'ont pas pu faire au même moment, souvent parce qu'on les en a empêchés. Elle s'est équipée, elle a uni sa population et elle a combattu avec stratégie et conviction. Voilà la différence et voilà pourquoi Adwa est resté pour toute l'Afrique et pour toute la diaspora un nom qui signifie résistance. Maintenant, revenons à un autre fil de cette histoire, celui que l'on raconte trop rarement et qui relie directement Port-de-Paix, Paris, Addis-Abeba et Londres. Saviez-vous qu'à la fin du 19e siècle, un seul homme a réussi à s'inviter au cœur des rivalités impériales européennes pour défendre une idée simple mais explosive pour l'époque? Un peuple africain a le droit de rester libre. Ce n'était pas un général ni un chef de guerre. C'était un haïtien, journaliste, diplomate, juriste installé à Paris qui avait compris avant beaucoup d'autres que les batailles du monde noir ne se jouaient pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les salons, les chancelleries, les journaux et les réseaux d'influence. Il s'appelait Benito Sylvain. Pour saisir l'importance de son parcours, il faut revenir à l'ambiance de son temps. Dans les dernières décennies du 19e siècle, l'Europe accélère la conquête coloniale de l'Afrique en s'appuyant sur une supériorité industrielle, sur des rivalités entre puissances et sur une certitude idéologique très répandue. Le monde est à partager. Sur les cartes, des frontières se tracent sans demander l'avis des peuples concernés. Dans les ports, des marchandises circulent, mais aussi des armes et des promesses. Dans les capitales, on débat de civilisation, alors que sur le terrain, on impose des administrations et des impôts, des travaux forcés et des hiérarchies raciales. À ce moment-là, les États noirs pleinement souverains sont rares. Haïti, né d'une révolution d'esclaves devenue révolution d'indépendance, est un symbole vivant. L'Éthiopie, empire ancien, attaché à sa continuité politique, incarne une autre forme de résistance. Et même si d'autres expériences d'indépendance existent, Haïti et l'Éthiopie occupent une place unique dans l'imaginaire et la politique de l'époque. Elles sont des preuves gênantes que la domination européenne n'est pas une fatalité. Benito Sylvain grandit à Port-de-Paix, puis
part étudier en France, à Paris, il s'insère dans un monde où la presse pèse lourd, où les idées circulent vite et où l'on peut défendre une cause à coups d'articles, de conférences, de rencontres, de réseaux. Il devient journaliste, s'engage, publie, prend position contre les abus coloniaux et se construit une identité politique qui dépasse les frontières d'Haïti. Il ne se présente pas seulement comme un Haïtien défendant son pays, mais comme une voix qui parle au nom de ceux que la colonisation réduit au silence. Son intuition est claire. Si l'Éthiopie tombe, ce ne sera pas seulement une défaite militaire, ce sera un signal. Un message adressé au monde entier, surtout au peuple noir. Même l'un des derniers grands États africains peut être avalé. Et si l'on peut avaler l'Éthiopie, alors on peut isoler Haïti, l'étouffer économiquement, la punir diplomatiquement et renforcer partout l'idée que l'indépendance noire n'est qu'une parenthèse. Le danger se précise quand l'Italie cherche à se tailler un empire en Afrique de l'Est. Elle s'est déjà installée sur la côte et rêve d'étendre son contrôle vers l'intérieur. Les tensions s'accumulent autour d'accords, de pressions et de manœuvres diplomatiques, puis débouchent sur une guerre. Ce qui suit entre dans l'histoire à Adwa, victoire éclatante des forces éthiopiennes sur l'armée italienne. Cette victoire devient un choc mondial parce qu'elle contredit frontalement le récit dominant de l'époque, celui d'une invincibilité européenne sur le continent africain. Alors, où se place Benito Sylvain dans cette histoire? Il faut être rigoureux. Les récits populaires, parfois, transforment un diplomate en stratège militaire décisif. La réalité la plus solide montre surtout un acteur politique et médiatique qui se rend en Éthiopie après la victoire d'Adwa, qui rejoint la cour de l'empereur Ménélique et qui devient l'un de ses intermédiaires essentiels entre l'Afrique, les Antilles, l'Europe et les Amériques. Sa présence dans l'entourage impérial souligne sa proximité, mais son rôle s'exprime surtout dans la diplomatie, la circulation d'informations, la construction d'un récit international favorable à l'Éthiopie et l'activation de solidarités noires à un moment où elles sont encore fragiles. Imaginez la scène, un Haïtien à Addis Abeba dans un empire africain qui vient de déjouer une tentative coloniale au moment même où l'Europe se réunit et se félicite de sa puissance. La présence de Benito Sylvain n'est pas anecdotique. Elle matérialise un pont politique entre deux expériences historiques. D'un côté, Haïti qui a payé son indépendance par l'isolement, les pressions, la menace permanente et une hostilité internationale durable. De l'autre, l'Éthiopie qui doit prouver au monde, et pas seulement sur le champ de bataille, qu'elle reste un État souverain, capable de négocier, d'acheter, de moderniser, de communiquer et de survivre dans un système international conçu pour l'écraser. Ce pont, Benito Sylvain le rend visible. Il parle au réseau de presse. Il s'adresse à des cercles politiques. Il fait comprendre que l'Éthiopie n'est pas un décor exotique, mais un sujet politique. Il contribue à transformer Adwa en symbole mondial. Et ce symbole ne reste pas enfermé en Éthiopie. Il voyage. Il inspire des communautés noires dans les Amériques et en Europe. Il nourrit un sentiment qui va grandir avec le temps, l'idée que la liberté n'est pas divisible et qu'une victoire africaine est une victoire pour tous ceux que l'ordre colonial humilie. C'est là que se dévoile le deuxième acte majeur, Londres au début du XXe siècle. En plein cœur de l'Empire britannique se tient la première conférence panafricaine. Sur plusieurs jours, des délégués venus d'Afrique, des Antilles, des États-Unis et du Royaume-Uni mettent en forme une idée qui existait déjà de manière diffuse. Les peuples noirs, qu'ils soient africains ou issus de la diaspora, partagent un destin lié par l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation et de la colonisation, et ils peuvent construire un agenda politique commun. Benito Sylvain y apporte l'expérience haïtienne et il y apporte aussi l'exemple éthiopien. Haïti prouve qu'un peuple noir peut briser ses chaînes et fonder un État. L'Éthiopie prouve qu'un État africain peut battre une puissance européenne et rester debout. Deux preuves, deux récits, deux sources d'inspiration, mais aussi deux avertissements. L'indépendance se paye cher et elle se défend sans relâche. C'est ici que la question des drapeaux mérite une réponse honnête. Non, le drapeau éthiopien n'est pas une copie du drapeau haïtien et leurs couleurs ne sont pas identiques. Mais le drapeau éthiopien, avec ses couleurs devenues emblématiques, a fini par influencer une grande partie de l'imaginaire panafricain, précisément parce que l'Éthiopie est restée indépendante et parce que sa victoire à Adwa a résonné dans le
le monde. Ces couleurs ont circulé comme un symbole de dignité africaine, repris ensuite de multiples façons par des mouvements et des États. Le lien profond n'est donc pas une ressemblance graphique stricte, mais une filiation de sens. Haïti et l'Éthiopie servent chacune à sa manière de repères historiques dans la construction d'une conscience noire moderne. Quand on raconte Benito Sylvain, on raconte aussi une méthode. Sa méthode, c'est la diplomatie de la survie. Il ne s'agit pas seulement de prononcer de grands discours sur la liberté, il s'agit de comprendre comment fonctionne la machine impériale, comment se fabriquent les décisions, comment se construisent les réputations, comment se gagnent les soutiens et comment une cause devient visible. Dans l'Europe de son temps, on peut écraser un peuple par les armes, mais on peut aussi le discréditer par le mensonge, l'ignorance, la caricature. À sa manière, Benito Sylvain répond par l'information, par l'organisation, par la circulation d'idées, par la création de liens. Et c'est précisément là que son histoire parle à Haïti d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il illustre, ce n'est pas seulement un épisode glorieux du passé, c'est une vérité durable. Haïti n'a jamais été condamné à l'isolement, sauf quand d'autres ont voulu l'isoler. Dans les archives de cette époque, on voit un Haïtien qui refuse le rôle qu'on voudrait assigner à son pays, celui d'une île silencieuse coupée du monde, réduite à ses crises. Il agit comme si Haïti avait une responsabilité universelle, héritée de sa révolution. Et il agit comme si la liberté d'un peuple noir, où qu'il se trouve, concernait directement Port-au-Prince, Port-de-Paix, Jacmel, Cap-Haïtien. Il faut aussi dire ce que cette histoire n'est pas. Ce n'est pas un conte où un seul homme sauve à lui seul une nation. L'Éthiopie a gagné à Adwa grâce à ses propres forces, à son leadership, à sa capacité de mobilisation, à la stratégie et à la cohésion d'un moment historique. Mais le rôle de figure comme Benito Sylvain compte autrement. Il compte parce qu'il révèle des connexions que l'on efface souvent. Il compte parce qu'il montre que la diaspora noire n'a pas seulement subi l'histoire, elle a aussi essayé de l'organiser. Il compte parce qu'il rappelle qu'à l'époque même où l'on prétendait que l'Afrique était un objet, des Africains et des descendants d'Africains construisaient déjà des réseaux pour redevenir sujets. Alors, pourquoi Benito Sylvain reste-t-il si peu connu? Peut-être parce qu'il dérange plusieurs récits à la fois. Il dérange le récit colonial, évidemment, parce qu'il prouve que les colonisés ont pensé, anticipé, organisé. Il dérange aussi certains récits nationaux trop étroits parce qu'il refuse de limiter Haïti à elle-même. Et il dérange enfin notre rapport à l'histoire parce qu'il nous force à regarder les détails, les voyages, les correspondances, les relais, les alliances, ces choses qui ne font pas toujours de grandes images, mais qui changent pourtant le cours des événements. À la fin, retenez ceci. Benito Sylvain incarne une diplomatie noire avant l'heure, une diplomatie de l'urgence née d'une lucidité froide. Il a compris que l'Éthiopie n'était pas seulement un pays lointain, mais un verrou symbolique. Il a compris que l'Europe ne tremble pas seulement devant les canons, mais aussi devant les coalitions morales, les solidarités transnationales et la capacité d'un peuple à raconter sa propre vérité au monde. Il a compris que l'indépendance n'est jamais un acquis, mais un combat de longue durée mené sur plusieurs fronts, y compris celui des mots. Et maintenant, posez-vous une dernière question. Si un Haïtien a pu, à Paris, à Addis Abeba, à Londres, relier des continents autour d'une même idée, qu'est-ce que cela dit de la place réelle d'Haïti dans l'histoire mondiale? Cela dit qu'Haïti n'est pas seulement un pays que l'on réduit à ses crises. Haïti est aussi un pays qui a donné une vision, une méthode, un exemple et parfois même une protection politique à d'autres. Benito Sylvain n'est pas seulement un nom à retenir. C'est une preuve. La preuve qu'un Haïtien, même loin de son île, peut agir comme un défenseur de la liberté universelle. Partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez aussi la cloche, aimez et commentez pour soutenir notre travail. Et si vous appréciez cette chaîne, envisagez de devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ».